بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Un frère nous pose la question suivante. Pour valider ce qui faisait partie de la sunna authentique, est-il vrai que Malik laissait la priorité au urf de Médine, aux pratiques collectives des Médinois? Première question. Deuxième question, lorsqu'il parlait d'ijma à son époque, Malik le limitait-il au consensus spécifique aux gens de Médine et non au sens qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ensemble des savants? Deuxième question que pose ce frère. Donc on voit que ces deux questions ont rapport au fondement du droit, au usul al-fiqh, et plus spécifiquement au fondement du droit dans l'école malikite. Nous allons tenter de répondre à cette question si vous le voulez bien. Alors c'est un petit peu technique, on va essayer de s'accrocher, mais finalement comme on a du temps devant nous, avec le confinement, allons-y. Et vous le savez, j'ai l'habitude de faire une petite synthèse tout d'abord, et puis on va revenir ensuite à ces deux questions. Comme ça, on aura fait le tour de la question du consensus des gens de Médine. Alors, vous le savez, selon la majorité des docteurs de l'islam, les Hanafites, les Shafi'ites, les Hanbalites, le consensus des gens de Médine n'a pas force de loi. Pourquoi nous disent ces gens? Parce que les habitants de Médine, les gens de Médine, représentent une partie de la communauté musulmane, dans le temps et dans le lieu d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. Or, le consensus qui a force de loi, c'est celui qui recueille l'accord de la totalité de la communauté, et pas seulement d'une partie de la communauté, raison pour laquelle ce consensus n'en est pas un, au regard de cette partie de ce groupe de fuqaha. Cependant, on le sait, l'imam Malik, au contraire, considère que le consensus des gens de Médine a force de loi, est hujja, ainsi qu'il ressort clairement de la lettre célèbre que celui-ci envoya à Al-Layth ibn Sa'd. L'argumentation de Malik dans cette lettre repose finalement sur les points suivants. Faites attention avec moi parce que ces points ont rapport finalement avec la réponse que nous donnerons à ce frère tout à l'heure. Premièrement, Médine est la terre d'exil du prophète. C'est également le lieu de descente du Coran. C'est aussi le quartier général de l'islam. C'est enfin le lieu de rassemblement des compagnons. Donc, nous dit l'imam Malik, la vérité ne peut en aucun cas échapper aux gens de Médine. Bon. Deuxièmement, les gens de Médine ont assisté à la révélation du Coran, at-Tanzil, ont entendu les explications et les interprétations qu'on en donnait, at-Ta'wil, et connaissaient mieux que quiconque les faits et gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième argument, le rapport, la transmission des gens de Médine, riwaya, a le dessus sur le rapport sur la transmission d'autrui. Il faut donc, nous dit l'imam Malik, que leur consensus est force de loi pour autrui aussi. Très bien. Néanmoins, mes frères, si Malik considérait que le consensus des gens de Médine a force de loi, dans l'absolu, on n'est pas d'accord, et c'est là le problème, et c'est là le bas qui blesse, on n'est pas d'accord sur ce que voulait dire l'imam par là. C'est pourquoi on voit les disciples de Malik expliquer le propos de leur imam de différentes façons. Et là encore, vous allez voir que la réponse qu'ont donnée ces différents imams a rapport avec la question de notre frère. Pour certains malikites, l'imam voulait parler de la supériorité du rapport, riwaya, de la transmission des gens de Médine sur le rapport sur la transmission d'autrui. Pour d'autres, il voulait dire plutôt que leur consensus a le dessus, leur consensus l'emporte, sans pour autant d'ailleurs écarter la possibilité que ce consensus soit contredit par autrui. Pour d'autres encore, l'imam Malik entendait le consensus de la génération des compagnons de l'envoyé de Dieu et seulement des compagnons. Donc,
pas des générations qui suivent. On a dit aussi, parmi les avis qui ont été émis sur le sens qu'on doit donner au consensus des gens de Médine, à cette expression, eh bien, on a dit que l'imam voulait parler uniquement, en réalité, des 7 juristes de Médine bien connus, qu'on ne peut pas évoquer, on ne peut pas mentionner en détail ici, parce que le temps qui nous est imparti ne nous le permet pas. Quant à Al-Baji, il estime pour sa part que Malik entendait par là le consensus de Médine par voie de transmission notoire, Naql al-Mustafid, comme par exemple la détermination de la valeur du sa et du moud, les modalités du adhan et de l'iqama, la non-imposition des légumineux. Vous savez qu'en droit malikite, eh bien, les légumes ne sont pas soumis à la zakat. Et autres pratiques dont la logique veut qu'elles remontent au temps du prophète. Car si ces pratiques, nous disent les docteurs malikites, avaient changé entre-temps, eh bien cela se serait su. S'agissant par contre de ce qui ne relève pas de la transmission notoire, qui n'est pas donc un consensus par voie de transmission notoire, et qui relève de l'effort personnel d'interprétation, ijtihad, eh bien, Al-Baji nous dit que les gens de Médine sont alors, concernant ce domaine, finalement sur un pied d'égalité avec les autres docteurs des autres villes, des autres métropoles du monde de l'islam. Mais l'avis connu, mashhur, dans l'école malikite, c'est que, c'est ce qu'en dit plutôt le Qadi Abd al-Wahhab, à savoir que le consensus des gens de Médine, mes frères, est de 2 sortes. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, c'est un peu technique, mais ce frère pose une question à laquelle nous allons tenter de répondre. Le consensus des gens de Médine est de 2 sortes. L'un relève de la transmission, un naql, l'autre de la déduction, stidlal, de l'interprétation des textes. Quant au consensus des gens de Médine, qui relève de la transmission, un naql, il découle soit d'une transmission directe, je veux dire d'une transmission d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la forme d'une parole, c'est la forme d'un acte, c'est la forme d'une approbation tacite de sa part, comme par exemple la valeur du sort et du moud, ou les modalités du adhan et de l'iqama dont on parlait tout à l'heure. Donc là, pas de problème. Le consensus découle donc d'une transmission directe d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas opposition entre consensus et entre tradition vivante et tradition écrite, dirons-nous. Soit ce consensus qui relève de la transmission découle d'une transmission indirecte, mais continue, muttasil. Je m'explique, donc une transmission indirecte d'après les gens de Médine, comme cette fameuse non-imposition des légumineux dont on parlait à l'instant, alors qu'on sait pertinemment qu'ils étaient cultivés à Médine. Et ce, conformément à la pratique du prophète et à celle des califes bien guidés. Alors, qu'en est-il de cette deuxième sorte de consensus ? Cette deuxième catégorie de consensus, mes frères, à force de loi, selon le Qadi Abd al-Wahhab, il faut s'y conformer et délaisser les informations ou les analogies qui le contrediraient, et ce, nous dit encore ce Qadi, à l'unanimité des docteurs malikites, et je pense que vous aurez compris ici qu'il s'agit d'une réponse à ce frère, à savoir qu'il nous demande ici, lors de sa première question, pour valider ce qui faisait partie de la sunna authentique, est-il vrai que Malik laissait la priorité au ouf de Médine, aux pratiques collectives des Médinois ? Oui, c'est vrai, et non seulement c'est vrai, mais même on doit se conformer à ce consensus qui découle des gens de Médine, et même délaisser les informations ou les analogies qui le contrediraient, et ce, une fois encore, nous dit Abd al-Wahhab, à l'unanimité des docteurs malikites. Seulement, ça pose un problème, parce qu'on n'a pas réglé la question de savoir si ce consensus s'arrête aux compagnons, s'il s'arrête aux gens de Médine, ou alors s'il s'étend plus loin encore. Quant au consensus des gens de Médine, qui relève de la déduction, de l'istidlal cette fois-ci, les ulémas ne sont pas d'accord à ce sujet.
naturellement. Selon les uns, il ne s'agit ni d'un consensus ni d'un argument probant. Murajjih. D'ailleurs, Al-Abhari a même blâmé le fait que cela puisse être l'opinion de Malik. Selon les autres, il s'agit d'un argument probant et enfin, selon un troisième groupe, eh bien, il s'agit d'un consensus qui a force de loi, mais qui peut être contredit par un autre consensus. Donc on voit qu'il n'a pas la même force que celui qu'on vient de mentionner précédemment. Alors là, je voudrais faire intervenir un personnage, un témoin qui est un peu sulfureux, et vous en étonnerez peut-être. Mais si je mentionne ce personnage, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il fait une synthèse assez précise du consensus de Médine, c'est Ibn Taymiyyah. Et oui, Ibn Taymiyyah qui, quelquefois, reconnaissons-le, s'est fourvoyé dans le domaine de la dogmatique, mais qui, ici, s'agissant du consensus de Médine, nous dit ceci, quelque chose d'intéressant. Il nous dit que les imams de l'islam, en réalité, si on y regarde de plus près, sont tous d'accord pour dire que le consensus de Médine a force de loi, dans l'absolu, même si, oui, c'est vrai, ils ne lui accordent pas tous la même force probante. N'empêche, ils sont tous d'accord pour dire que le consensus de Médine a force de loi. Et c'est ainsi que Ibn Taymiyyah nous classe ensuite le consensus des gens de Médine en 4 catégories. Alors, quelles sont ces 4 catégories ? Allons-y, voyons voir de quoi il s'agit. Premièrement, le consensus qui a le statut de transmission, qui a le statut de rapport, de transmission d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple la détermination de la valeur du sa' et du moud, ou la non-imposition des légumineux. Certes, ces préceptes ne sont pas explicitement rapportés d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais rapportés donc d'après les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi, qui en ont fait une pratique. Et à partir de là, eh bien, on considère ce consensus des gens qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme eh bien, ayant force de loi. Et ce, à l'unanimité des docteurs de l'islam, nous dit Ibn Taymiyyah. Deuxièmement, la pratique ancienne, donc ratifiée là encore par le consensus des gens de Médine, qui avait cours à Médine avant le décès, je dirais même avant l'assassinat, pour être plus clair encore, de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Cette seconde catégorie de consensus a également force de loi, évidemment chez Malik, mais aussi chez Shafi'i, chez Ahmad et chez Abu Hanifa, conformément à ce qui est rapporté de leur part, al-Mahki an Abi Hanifa et autres docteurs. Troisièmement, et là je vous demande de faire attention avec moi parce que c'est un petit peu technique, troisièmement, la pratique des gens de Médine qui s'accordent avec une analogie plutôt qu'une autre, ou avec un hadith plutôt qu'un autre, et dont on ne sait lequel des deux hadiths, ou laquelle des deux analogies l'emporte sur l'autre. Cette troisième catégorie, mes frères, fait l'objet d'un désaccord. Pour Malik et Shafi'i, on peut invoquer la pratique de Médine pour faire pencher la balance en faveur de l'analogie ou en faveur du hadith avec lequel elle s'accorde. Pour Abu Hanifa, par contre, on ne peut invoquer cette pratique parce qu'elle n'est pas une source de la loi à proprement dit. Quatrièmement et dernièrement, qu'en est-il de la pratique postérieure de Médine, c'est-à-dire la pratique quelque part, disons-le, postérieure à l'assassinat de Uthman ibn Affan. Ce consensus de Médine a-t-il force de loi? Pour Shafi'i, pour Ahmad et Abu Hanifa, non. Mais c'est aussi, mes frères, l'avis des savants investigateurs muhaqqiqoun parmi les Malikites, qui donc se rangent avec Shafi'i, Ahmad et Abu Hanifa pour dire que la pratique postérieure de Médine, le consensus postérieur à l'assassinat de Uthman ibn Affan n'a pas force de loi et donc n'oblige pas les autres musulmans.
Bon, on a fait donc une analyse générale du consensus de Médine et on a fait intervenir l'imam Ibn Taymiyyah sur ce sujet, même si ça peut paraître exotique ici. Je trouve que son propos est tout à fait à sa place. Revenons aux questions donc de notre frère. Qu'en est-il donc de la sunna authentique? Pour valider ce qui faisait partie de la sunna authentique, est-il vrai que Malik laissait la priorité au urf de Médine, aux pratiques collectives des Médinois? Oui, effectivement. De trois choses l'une. Soit le consensus de Médine, c'est-à-dire la tradition vivante, héritée des premiers compagnons jusqu'à nous, cette tradition vivante, soit elle découle d'une transmission directe d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel cas il n'y a pas de problème parce qu'il y a ratification en réalité de ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit le consensus de Médine découle d'une transmission indirecte, c'est-à-dire d'une transmission d'après les gens de Médine. D'après les gens de Médine et donc pas d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, de deux choses l'une, soit il y a conformité, soit il y a opposition. Dans le cas où il y a opposition, eh bien, très clairement, oui, il faut se conformer à ce consensus à force de loi, et il faut délaisser les informations ou les analogies, toutes les analogies qui contrediraient ce consensus de Médine. Et ce, nous dit l'imam le Qadi Abdel Wahhab, à l'unanimité des docteurs malikites. Donc on a répondu en cela à la première question. La deuxième question donc qui est posée est la suivante. Lorsqu'il parlait d'Ijma à son époque, est-ce que Malik le limitait au consensus spécifique aux gens de Médine et non au sens qu'on lui donne aujourd'hui? Eh bien, la réponse se trouve consignée dans ce que nous disions en début de discussion, à savoir que, bien, si l'imam Malik considérait Médine comme la terre d'exil du prophète, comme le lieu de descente du Coran, comme le quartier général de l'islam, comme le lieu de rassemblement des compagnons, la vérité, nous dit-il, ne peut pas échapper aux gens de Médine. Donc il n'est pas question qu'il y ait un ijma en dehors des gens de Médine. Si ijma il y a, nécessairement les gens de Médine se trouvent dedans. Et d'ailleurs, j'en ai pour preuve ce que dit l'imam Malik dans cette fameuse lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure, adressée à Layth ibn Sa'd. Il nous dit فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْمَدِينَةِ ظَاهِرًا مَعْمُولًا بِهِ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ خِلَافَهُ. Je ne sais pas comment vous traduire ça, mais ça revient à dire ce que nous avancions et nous affirmions à l'instant là, c'est que il n'y a pas de possibilité que l'ijma sorte du cadre des gens de Médine. Et donc, on ne peut pas donner à ce consensus tel que le comprenait Malik le même sens que celui qu'on donne aujourd'hui, c'est-à-dire ayant une portée universelle, c'est-à-dire recueillant l'accord de la totalité de la communauté. Ou s'il y a accord de la totalité de la communauté dans l'esprit de Malik, il faut que ça parte nécessairement des gens de Médine. En cela, j'espère avoir répondu aux deux questions de notre frère. Je ne tarde pas plus que cela. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.